bonsoir à toutes celles et ceux qui sont avec nous en présentiel et ceux qui vont nous suivre via le stream pour cette dernière conférence de cette deuxième journée des forums économiques de la Sorbonne. On va conclure cette deuxième édition avec un sujet systémique, complexe, celui de la finance verte. Parce qu'il faut toujours qualifier la finance. On a cette manie de qualifier forcément la finance. Elle a été folle, elle a été sans visage. Elle est aujourd'hui verte. Je ne sais pas ce qu'on peut entendre par finance verte. On va en parler évidemment avec les participants de cette table ronde. En tout cas, moi je sais que la finance, c'est les marchés financiers. C'est un outil formidable qui transforme les millions en milliards et les milliards en trillions. Et donc, c'est quand même difficile, face aux enjeux de la transition économique, de se priver de ce levier-là. Et puis, je sais autre chose, c'est que la finance, elle suit avant tout son intérêt ou ses intérêts, et que l'intérêt d'accomplir la transition énergétique a été largement démontré aujourd'hui, surtout quand on le compare au coût de l'inaction. Et donc, la finance a un intérêt à participer au financement de la transition énergétique. Il faut quand même se mettre en ordre de bataille aujourd'hui. On va parler de la pratique et des pratiques ESG qui se sont largement démocratisées depuis 10 ans. Maintenant, ça fait 10 ans que j'ai rencontré les premiers analystes ou gérants ISR. Aujourd'hui, c'est une pratique qui est largement démocratisée. Alors, avec du bon et du moins bon, évidemment, si tout le monde fait de l'ESG, il y a des bonnes pratiques et puis il y a aussi des dommages collatéraux. L'actualité nous le montre, avec la filiale de gestion d'actifs de Deutsche Bank, DWS, effectivement, qui se fait taper sur les doigts aujourd'hui. Et puis, l'ESG rencontre même une forme d'opposition aujourd'hui de la part de certains acteurs. Je citerai le tweet d'Elon Musk il y a 15 jours. ESG is a scam. Voilà ce que disait Elon Musk après que S&P a retiré Tesla de l'indice ESG américain. Donc il y a quand même une question de légitimité, de crédibilité. Il y a peut-être une crise de légitimité aujourd'hui autour de l'ESG. On va en parler avec nos invités. Et puis bien sûr, à travers l'accumulation de crises depuis 2 ans, on a tous compris que les pouvoirs publics, au sens très large, étaient amenés à jouer un rôle prépondérant, central, y compris dans la question de la transition. Donc on parlera évidemment du rôle de la politique budgétaire, fiscale, politique réglementaire et de la politique monétaire qui ne veut pas rester à l'écart de ce besoin de verdissement des marchés financiers. 3 invités donc avec nous pour cette table ronde. Carole Imbert, qui est responsable de la recherche financière et ESG d'Arkea IS. Carole, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Intéressant de noter que presque l'idée d'une fusion entre l'analyse financière et l'analyse extra-financière à travers votre titre, Carole. En 15 secondes, qu'est-ce qu'il faut savoir d'Arkea IS, Carole ? Alors, Arkea IS, c'est le pôle de gestion d'actifs du groupe Crédit Mutuel Arkea. Et aujourd'hui, c'est à peu près 70 milliards d'encours. Et on est présent à la fois sur la dette obligataire, la dette convertible, les actions, la dette infra. Et j'en parle parce que là, il y a beaucoup de ESG à faire. Les fonds monétaires et puis avec une société d'assurance captive, donc tout ce qui est assurance vie. Peut-être que vous avez des produits. Fortuneo aussi, c'est dans le groupe Arkea. Certains connaissent peut-être parmi vous. Voilà. Vision cross-asset, multi-classe d'actifs, et ça, c'est évidemment très important. Vincent Juvin, à vos côtés, qui est stratégiste marché globaux chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire, bonsoir à toutes et à tous. Je ne vous ferai pas l'insulte de nous présenter JP Morgan, mais oui, JP Morgan Asset Management, la filiale d'actifs d'une des plus grosses banques du monde, américaine, évidemment. Oui, que j'ai la chance de représenter ici sur le marché français notamment, gérant d'actifs, oui, du pôle bancaire JP Morgan. Alors bon, oui, sur cette base d'actifs, c'est vrai qu'on a transformé des milliards en trilliards. Oui, on est à peu près à 2 trilliards d'actifs sous gestion actuellement, beaucoup en monétaire, mais également diversifiés sur des classes d'actifs qui ont été évoquées, évidemment l'obligataire, l'action, l'infrastructure, les actifs réels. Donc beaucoup de ESG. Alors pour un groupe américain, ce n'était pas une évidence. Donc on est arrivé même, je pense, sur cette thématique un petit peu tard. Mais avec beaucoup d'ambition maintenant, et on accélère vraiment l'adoption de ces critères, en tout cas sur toute notre plateforme. Et voilà, j'aurai l'occasion en tout cas d'en discuter avec vous un peu ce soir. Et puis un économiste avec nous, parce qu'on a toujours besoin d'écouter les économistes. Thomas Renaud, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes maître de conférence chez vous, à l'université Paris 1 Sorbonne, où nous nous trouvons aujourd'hui, Thomas. Et je précise que vous êtes aussi auteur d'un certain nombre d'ouvrages pédagogiques. Le dernier en date s'appelle « Comprendre la bourse », c'est ça, Thomas ?
C'est ça, on comprend de la bourse avec Captain Economics, qui est donc le nom du blog que j'ai créé il y a 10 ans maintenant, au tout début de ma thèse. Bon, attaquons le sujet de la finance verte. Et pour lancer un peu le débat, je voulais qu'on essaye de partager ensemble un constat, peut-être, où est-ce qu'on en est aujourd'hui du niveau de verdissement des marchés financiers en 2022. Je voulais prendre comme point de départ alors, une étude qu'on a vue passer en octobre 2021, qui a été menée par une ONG qui s'appelle le CDP, le Carbon Disclosure Project, qui a une crédibilité, on va dire, quand même dans la place auprès des grands gérants d'actifs et qui est spécialisée dans la mesure carbone, notamment des portefeuilles financiers basés sur la science. Et donc le CDP avait publié à l'occasion de la COP26 en fin d'année dernière une étude pour mesurer justement le niveau d'alignement de la gestion d'actifs aux accords de Paris, donc les trajectoires qu'on connaît, 1,5 au mieux, on l'espère, 2 degrés peut-être dans une limite haute. Le travail qui a été fait, Carole, vous avez regardé l'étude, bon, ils ont analysé 16 500 fonds qui représentent 27 trillions de dollars d'actifs sous gestion, c'est donc une proportion quand même qui fait référence, c'est un tiers du marché global de la gestion collective dans le monde. Pour aller assez vite à la conclusion, Carole, il y a moins d'1% de ces encours qui sont strictement alignés sur ce que recommande le GIEC, à savoir des trajectoires carbone comprises entre 1,5 au mieux, fortement recommandées, et jusqu'à 2 degrés. Quelle réflexion et quel commentaire est-ce que ce point de départ, ce qui semble être la situation de départ aujourd'hui, appelle, Carole? Alors, déjà, il y a un commentaire que vous avez fait en ouverture, c'est « Je suis responsable de la recherche financière et ESG ». Je pense qu'il ne faut surtout pas opposer ces deux approches, l'approche financière et l'approche extra-financière. Nous avons la conviction que la performance extra-financière sera source de performance financière à terme. Alors, je peux donner un exemple, et Grégoire, je reviendrai sur le point. C'est dans une entreprise, si vous fidélisez, si vos collaborateurs sont contents de venir tous les matins, quelque part, forcément, ils ont envie. On fait bien ce qu'on aime bien. Donc, on fait bien là où on est bien. Donc, tout cet extra-financier, il est très riche pour les entreprises. Alors, je vais revenir sur le constat. Et ça met en exergue une notion qui est finalement la disponibilité de la data. Parce qu'aujourd'hui, être capable de dire qu'un portefeuille est aligné 1,5, 2 degrés, très honnêtement, on a difficilement les données. Donc on travaille avec un certain nombre de providers de données qui nous guident, mais c'est compliqué. On se fie aussi aux alignements ou en tout cas aux ambitions des entreprises. Et il y a un point qui pour moi est important, c'est on pourrait dire, voilà, on exclut ceux qui ne sont pas bien alignés, et on garde que ceux qui sont alignés. Mais l'objectif, c'est d'avoir un impact positif à terme. Donc l'idée, c'est pas de faire de l'exclusion, c'est plutôt d'accompagner ceux qui sont un petit peu éloignés de la bonne température, leur donner le temps, parce qu'une entreprise, ça ne se manage pas comme, j'allais dire, une équipe, ou dans un bureau, quand vous êtes 3-4, vous pouvez prendre une décision. Une entreprise, quand c'est des milliers de personnes, ce sont des décisions stratégiques, et puis il faut les mettre en œuvre, il faut collecter des données, et puis après, il faut les valider et les reporter. Donc oui, il y a beaucoup de progrès à faire, mais je crois qu'on a un rôle justement très important dans la finance à jouer, c'est d'accompagner, et je pense que c'est de plus en plus mis en exergue, c'est d'accompagner en fait les sociétés dans lesquelles on investit pour progresser. Alors je pense que vous avez tous entendu parler de Total et des efforts qu'ils ont faits, qui ne sont pas suffisants, mais c'est clair qu'un paquebot comme Total, ça ne bouge pas du jour au lendemain. On a une politique énergie fossile, on essaye de forcer les entreprises à faire mieux, mais on leur laisse le temps, on leur dit là où on aimerait qu'ils s'améliorent, mais après, il faut qu'il y ait une sanction. Oui. Donc quand ce n'est pas bien, on peut réduire une position par 2, voire on peut sortir. Mais à partir du moment où l'entreprise fait déjà un effort, accepte de discuter et s'engage à donner des objectifs, je crois que c'est ça qui est important et c'est le rôle de la finance, j'allais dire, alors je remonte peut-être d'un cran, mais c'est le rôle de la finance aujourd'hui, en tout cas tel qu'on le conçoit chez Arkea Investment Services, c'est investisseur responsable, c'est pas juste ticker la box et dire nous on fait bien, c'est parce que finalement notre impact il serait très limité, mais par contre si on arrive à faire progresser les sociétés dans lesquelles on investit, là je pense qu'on aura franchi une vraie étape. Et vous dites de ce point de vue, c'est intéressant, Carole, la finance n'est que le reflet finalement de la réalité économique. Il y a une entreprise cotée sur 10 aujourd'hui qui est alignée sur la trajectoire 1,5 degré. C'est donc normal que dans les portefeuilles, on retrouve une proportion encore faible, trop faible,
de portefeuille est aligné sur ces trajectoires. L'important, c'est que la dynamique soit positive. Je veux dire, il faut... et c'est vrai que là, encore une fois, on a tendance à opposer financier, extra-financier. Si je prends le cas du financier que vous investissez, et je vais prendre une action, l'investissement qui est au plus haut, en tout cas par rapport à ses pairs, vous dites que l'upside, il est quand même assez limité. Aujourd'hui, si on investit avec la conviction que la performance extra-financière est source de performance financière, si on investit sur une société qui est la mieux du monde, bah finalement, c'est quoi la perspective d'amélioration? Et on n'aura pas forcément non plus un rôle à jouer. Donc l'idée, c'est vraiment de capter la dynamique positive. Je ne dis pas qu'il faut investir sur tous les zombies, absolument pas. Mais par contre, être capable de sélectionner des émetteurs qui sont prêts à faire du progrès et donc à avoir cette dynamique positive. Et c'est ça qu'on essaye de faire au quotidien. Vincent, sur l'étude du CDP, ou en tout cas la big picture, alors il y a la question du stock, il y a la question des flux également. Le stock d'encours détenu ou géré est encore très carboné, ça c'est la legacy du passé, mais en termes de flux, je voulais peut-être qu'on puisse apporter, vous avez une vision globale de marché avec les outils d'analyse de JP Morgan, est-ce qu'en termes de flux, il y a quand même dans l'idée d'un verdissement et même peut-être qu'aujourd'hui, tous les nouveaux flux d'investissement qui arrivent sont majoritairement, en tout cas font un effort en majorité sur l'aspect ESG. Est-ce que c'est une vérité de dire ça aujourd'hui ou pas, Vincent ? Oui, moi je serais un petit peu plus positif sur la dynamique de flux. En effet, bon, ici il s'agissait de mesurer quels étaient les portefeuilles qui étaient alignés sur les objectifs de Paris. Donc c'est vraiment un objectif décarboné, un objectif climatique. Le contexte ESG est évidemment beaucoup plus large. Je pense, comme Carole l'a évoqué, ce sont des éléments sociaux, des éléments de gouvernance. Donc si on mesure en tout cas le verdissement des marchés financiers à l'aune de ces différents éléments de mesure, des critères climatiques, des critères sociétaux, des critères de gouvernance, on voit finalement que la dynamique de flux est quand même beaucoup plus positive. Si je reprends les flux, par exemple, dans l'industrie européenne l'an passé, eh bien, à peu près 50% des flux, un peu plus, ont été vers des fonds avec une étiquette ESG. On avait l'an passé, pour remettre par des gros chiffres, à peu près 2,8 trilliards, je cite des chiffres de l'Association européenne des gestionnaires d'actifs, EFAMA, sur ces 2,8 trilliards, 2800 milliards d'euros, eh bien, à peu près 60% ont été vers des fonds dits ESG. Donc qui aborde réellement cette thématique de manière, enfin pas uniquement climatique, mais vraiment d'un point de vue sociétal et de gouvernance également. Il faut signaler aussi que, tu parlais du stock, Grégoire, le stock évidemment il est important. L'industrie de la gestion d'actifs en Europe, pour reprendre les mêmes chiffres de FMA, c'est 30 trilliards d'euros, 30 000 milliards d'euros. Actuellement, sur ce stock, il y a 20% qui est étiqueté ESG, donc 6 trilliards. Mais enfin, ça commence, évidemment, ce stock évolue quand même assez rapidement. On voit que réellement, il y a un fort engouement, en tout cas de l'industrie, des forts changements dans l'industrie pour essayer justement de verdir, en tout cas, ces actifs sous gestion. Moi, je peux vous assurer que chez JP Morgan Asset Management, notamment, en tout cas, ce qu'on demande aux entreprises, c'est que les entreprises, elles soient incentivisées à changer. Mais chez nous, en tant que gestionnaire d'actifs, notre ligne de management jusqu'aux commerciaux ont également des incentives pour veiller à ce que notre base d'actifs soit de plus en plus verte elle également. Donc il y a réellement cette approche-là chez nous en interne. Et lorsque je regarde, notamment sur les classes d'actifs, et je vais vraiment citer des chiffres ici qui ne sont pas de nous, Grégoire, mais plutôt je regardais des études d'EFAMA en la matière, mais aujourd'hui sur les marchés obligataires, c'est à peu près sur les fonds obligataires, c'est 20% des fonds qui sont déjà sur en tout cas des thématiques durables, et sur les marchés actions, c'est même un petit peu plus, on est à peu près à 30%. Donc le train est en marche. Alors évidemment, c'est encore imparfait sur des thématiques climatiques, c'est certain. Imparfait parfois aussi dans la définition de l'ESG. Oui, on va y venir, oui. Elon Musk qui se fâche, est-ce que Tesla répond aux critères ou n'y répond pas? Personnellement, je peux parler d'expérience aussi. Une anecdote, moi, il y a 15 ans, je gérais un fonds obligataire ESG. Alors vous l'entendez, je viens de Belgique et je gérais ça pour la banque ING. Et à cette époque, la Belgique, en tant que pays souverain, n'était pas éligible pour les fonds ESG. Pour des questions notamment sur la façon dont on traitait la migration en Belgique. Je vous assure, la Belgique traite correctement la migration, mais enfin, pour parfois dire, on peut discuter en tout cas des critères qui font qu'un pays, qu'une entreprise est ESG ou non. Et
Je pense que le secteur financier et la finance de manière générale comme l'économie sont une science humaine, donc par définition imparfaite, par définition en mutation constante, mais qu'on a en tout cas ces dernières années vu pas mal d'améliorations en la matière et que réellement l'Europe, la France, était réellement à la pointe sur ces thématiques. Lorsqu'on regarde d'ailleurs aujourd'hui l'évolution de la législation en Europe, vous avez peut-être beaucoup entendu parler de cette législation SFDR qui définit un certain nombre de catégories ESG pour classifier les fonds d'investissement. Vous verrez que la littérature évoque beaucoup le cas des fonds dits article 8 ou article 9, ceux qui sont les plus ambitieux sur le plan ESG. Mais ça Attendez, juste 30 secondes, Vincent, ça s'explique simplement. Article 8, je parle sous le contrôle d'ailleurs de Carole. J'intègre les critères ESG dans mon analyse et dans mes processus de gestion. Article 9, je cherche à avoir un impact positif. C'est bien ça qui différencie ces deux catégories dont on entend souvent le plus parler. Carole, s'il y a une rectification à apporter, n'hésitez pas. Mais En fait, c'est effectivement une classification européenne autodéclarative, donc SFDR. Et c'est un peu plus sucre que ça, parce qu'on on peut dire qu'on a un fonds qui est article 6, donc qui n'intègre pas de caractéristiques ESG, mais si finalement vous avez une politique d'exclusion d'un secteur, ou par exemple, j'en sais rien moi, contre l'exclusion charbon ou sur des énergies fossiles non conventionnelles, et ben en fait l'AMF va vous dire oui, mais votre fonds finalement il est obligatoirement article 8. Donc il faut un reporting spécifique. Donc ça c'est quand même le point. Après pour rebondir sur vos propos, c'est effectivement la réglementation. Aujourd'hui, on ne fait pas de l'ESG par conviction, on est obligé d'en faire. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un prérequis, c'est un standard. Il y a une vraie obligation avec une avalanche, on va dire, de textes. Alors c'est vrai que sur la rémunération, il y avait un certain nombre d'acteurs du marché qui avaient des critères. Aujourd'hui, c'est obligatoire avec SFDR de prendre en compte cette dimension dans la rémunération, en tout cas de ceux qui sont exposés au marché. Donc c'est notamment les gérants, mais les analystes, les commerciaux sont obligés, on va dire, de s'y soumettre. Et puis c'est vrai que dans le verdissement du marché, ce qui est intéressant, c'est toute la dynamique. En France, alors on a ce fameux label ISR. On est à peu près à 1000 fonds labellisés aujourd'hui. Alors à la différence de SFDR qui est autodéclaratif, les fonds, il y a quand même un audit. Ça c'est quand même sérieusement sophistiqué et c'est devenu beaucoup plus contraignant. Et donc aujourd'hui en France, à peu près 1000 fonds labellisés. Je pense qu'il y en avait 500 il y a 2 ans. Donc on voit cette dynamique très positive. Pardon. Non, tout à fait. Vincent, oui. Ça vient conforter en effet les chiffres que j'avais cités, mais la France, c'est globalement un bon tiers des fonds article 8 et c'est 60% des fonds article 9. Donc la France se distingue dans le monde et en Europe comme un des pays, grâce notamment à ce label ISR, qui est en effet relativement contraignant, donc en effet il y a un contrôle beaucoup plus important qui est effectueux, qui fait que la France est en tout cas à l'avant-plan en la matière. Donc j'ai envie de dire que voilà, le constat de départ était peut-être un peu dur. Je trouve que les choses bougent peut-être pas assez vite, mais bougent quand même sans doute beaucoup plus vite que ce que cette statistique ne laisse supposer. Et je pense que d'un point de vue gestion, en tout cas au sein de l'industrie, il y a une réelle conviction que c'est en tout cas la ligne à suivre. Il y avait beaucoup de questionnements au départ dans l'industrie par rapport à notre objectif premier, qui est finalement de gérer l'argent que nous confient nos clients. En d'autres termes, vous. Et notre premier objectif, c'est de le gérer conformément à vos objectifs, dans le meilleur de votre intérêt. Donc, c'est-à-dire que là-bas, d'avoir une performance qui soit au rendez-vous. Et le risque était que tout d'un coup, en prenant des critères extra-financiers que vous nous aviez peut-être pas initialement demandé de prendre en compte, c'est que ça vienne affecter la performance, puisqu'on allait exclure, puisqu'on allait, en tout cas, privilégier certains secteurs par rapport à d'autres, qu'on allait potentiellement réduire l'univers d'investissement. Et en tout cas, les études académiques, les études qu'on peut réaliser chez JP Morgan, en tout cas, ne montrent pas encore une valeur ajoutée financière de l'ESG, ou dans certains cas, et on peut en débattre, mais en tout cas, il n'y a pas de coût financier. Donc, en tout cas, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, ça ne coûte rien de s'y intéresser. Ça ne coûte rien de les intégrer. Donc, ça veut dire qu'on peut continuer à remplir notre objectif de générer de la performance pour vous, comme vous nous le demandez, tout en prenant ces critères extra-financiers en ligne de compte. Et in fine, évidemment, c'est s'assurer une meilleure pérennité de cette performance, puisqu'on sait que ce sont autant de risques qu'on gère dans le même temps, évidemment, en prenant ces critères en ligne de compte.
Thomas, vos réflexions là, sur ces premiers éléments de discussion avec la dimension macroéconomique et l'idée du rôle de la finance dans cette transition énergétique. Alors, sur un point où il y a eu des progrès, c'est sur les données, l'information. Donc là, si on regarde, il y a une dizaine d'années, il y avait quand même pas grand-chose au niveau des labels, des articles, des obligations de reporting, etc. Il y a eu ce discours de Mark Carney, donc le gouverneur de la Bank of England, en 2015, qui a beaucoup parlé justement de l'importance de l'information et en fait que l'information doit être un prérequis à la mise en place d'une finance verte. Donc là-dessus, sur l'information, je rejoindrai, je pense, les deux autres personnes qui ont parlé avant moi sur cet aspect où il y a eu beaucoup de progrès et on dispose, alors même si forcément c'est hyper dur à mesurer, mesurer les émissions carbone d'une entreprise, c'est dur. Il faut voir ce qui est produit, il faut voir d'où vient son énergie, il faut voir les chaînes de valeur, il faut avoir des données sur tout ça, il faut être capable de les consolider. Donc avoir des données de qualité, c'est compliqué. C'est compliqué sur la partie E, donc environnement. Ça tend presque à l'être encore plus sur les deux autres, où il y a même des questions sur qu'est-ce qu'on doit mettre comme critères, qu'est-ce qu'on doit mesurer. Il y a une question un peu morale, valeur, qui sont un peu choisies par les agences de notation. Au passage, les agences de notation ESG, enfin extra-financières, ont souvent été rachetées par des agences de notation traditionnelles et anglo-saxonnes, ce qui peut avoir des impacts à terme là-dessus. Les critères sociaux ne sont pas les mêmes dans le monde anglo-saxon et dans le monde européen. Et en Chine. Et en Chine, oui, de surcroît. Et il y a une autre chose qui est intéressante justement sur les critères ESG. Quand on regarde les critères, les agences de notation, donc, elles donnent des notes financières. Les trois qu'on vous présente tout le temps, donc S&P, Fitch, Standard & Poor's. Quand vous regardez et ces agences de notation vont elles-mêmes noter des émetteurs. Donc pour un même émetteur, un État, une entreprise, on peut avoir la note de la part de plusieurs agences de notation. Quand on regarde la corrélation entre les agences de notation traditionnelles, on est à 99% de corrélation dans les notes. Donc il y a un accord. Alors après, on peut dire que ça pose d'autres problèmes de conflit d'intérêts, d'oligopole, etc. Mais il y a une sorte d'accord sur qu'est-ce que la solidité financière d'une entreprise. Ouais. Quand on regarde les critères ESG, pareil. Parce que la comptabilité financière a mis des dizaines, peut-être un siècle à se standardiser, à se normaliser telle qu'on la connaît aujourd'hui et que c'est un consensus accepté par tout le monde. Et qu'on a des euros. On a des euros partout, on mesure les choses en euros et on sait à peu près, on a des modèles qui sont entraînés sur des milliers de défauts depuis des dizaines d'années. Et avec toutes les limites qu'on connaît, bien sûr, quand il y a un choc exogène, quand il y a quelque chose qui est mal anticipé, quand il y a des crédits subprime, voilà. C'est pas pour ça que ça marche très bien, mais en l'occurrence, c'est très corrélé. Quand on regarde les agences de notation ESG, pareil, j'ai vu ça passer récemment, la corrélation est à 0,59. C'est-à-dire que même les agences de notation sont en fort désaccord sur qui est ESG, qui ne l'est pas. Donc c'est pour ça, il y a souvent ces notions qui reviennent un peu de différentes nuances de vert, différentes nuances tout ça fait donc la mesure est complexe. C'était sur ce petit point information, donc il y a eu beaucoup de progrès, mais il y a encore beaucoup à faire et c'est compliqué. Mais vous imaginez, Thomas, qu'on va arriver à normaliser la comptabilité extra-financière, la comptabilité carbone, qu'on aura plus débat à un moment? Sur le E, en fait, je m'intéresse surtout au E personnellement. Mais oui, mais c'est d'ailleurs le sujet. Parce que l'indicateur de gouvernance va être hyper important pour faire que le E soit applicable. Mais finalement, ce qui me concerne le plus et ce qui m'inquiète le plus, c'est le réchauffement climatique. C'est l'incapacité à réduire durablement les émissions carbone, à découpler les émissions carbone de la croissance économique. Et malheureusement, c'est là où, voilà, autant sur l'information, je suis positif, et autant je suis d'accord que la dynamique est bonne. Après, on part de bas, donc la dynamique est bonne en partant de bas. Par contre, sur l'aspect impact, et c'est ça qui sera important, c'est oui, on a des actifs ESG, oui, les gens demandent des actifs ESG. Après, quel impact ça a sur les émissions carbone et sur le monde réel? Et est-ce que ce qu'on voit actuellement va nous permettre d'arriver à un monde net zéro carbone en 2050? Je ne vois pas comment, sans être, désolé de plomber un peu l'ambiance sur cette fin de conférence, mais la finance, en fait,
elle a appris à raisonner à 2 dimensions, donc une dimension de rendement et une dimension de risque. Il faudrait techniquement qu'elle apprenne à raisonner avec une 3e dimension qui est de l'impact, mais qui est vraiment de l'impact, qui n'est pas l'impact qui crée du rendement ou l'impact qui diminue du risque, mais qui est du vrai impact. Bien sûr, en face, il faut qu'il y ait une demande pour ça, mais tant qu'on restera un peu dans ce paradigme-là, moi, je suis plutôt pessimiste sur le niveau est bas, la dynamique est bonne, l'impact est faible. Non, mais ça montre bien le chemin à parcourir encore. Bon, Carole, il y a beaucoup d'éléments là dans ce que vient de dire Thomas qui vous concernent en tant qu'encore une fois responsable de la recherche financière et extra-financière d'Archéa-IS. ESG is a scam. C'est ce que dit Elon Musk. Alors, à propos des grandes agences de notation ESG et S&P en l'occurrence, qui a retiré Tesla de son indice ESG américain. Qu'est-ce qu'on lui répond à Elon Musk? Je vais commencer par répondre à Thomas. Parce que j'aime bien votre commentaire. Et je pense que la réglementation SFDR, finalement, elle adresse votre point. Quand on fait de la notation ESG, on ne distingue pas le risque de l'impact. Alors que finalement, ça a été la grande nouveauté avec SFDR, c'est qu'on doit évaluer le risque de durabilité. Donc finalement, c'est quel est l'impact de l'environnement sur moi. J'utilise le mot impact. Et après, les principales incidences négatives. Alors, c'est peut-être du jargon, mais pour le traduire, c'est moi, quel impact j'ai sur l'environnement. Et en fait, c'est ça qui est très important. Alors après, on nous demande de communiquer, de faire des reportings là-dessus, mais on n'a pas de données, puisque très peu de données, ou en tout cas peut-être des données pas suffisamment robustes et fiables, et c'est ce que vous mettiez peut-être en évidence aussi, d'une agence à l'autre. Finalement, la notation peut être différente, au-delà des principes d'une zone géographique à l'autre. Donc il faut que ça se structure. Il faut que ça se structure au niveau des émetteurs, parce que finalement, nous, on est en bout de chaîne. Pour faire du reporting, on a besoin de données. Et les données, elles viennent d'où? Elles viennent des émetteurs. Et en fait, la réglementation qui concerne les émetteurs, c'est SRD, c'est en 2024, en principe. Et j'entends que ça pourrait être décalé à 2025, le reporting. Donc nous, on est en train d'essayer finalement de faire du reporting, répondre à vos attentes en tant qu'investisseur. Et alors, en plus, à partir de cet été, on aura MIF 2, où on demande les préférences ESG des clients. Souvent, ils ne savent pas. Donc, on essaye de répondre avec est-ce que vous voulez des produits en faveur du climat? Et alors, pour avoir de l'impact, on parle effectivement du climat, de la transition. Nous, on s'est attaqué à un autre sujet qui est la biodiversité. Alors, qui fait partie des objectifs de la taxonomie qui est aujourd'hui que environnementale, mais on aura besoin d'une taxonomie sociale. Et je vais juste faire une petite aparté, c'est que c'est vrai, le pilier environnement est très important, mais si la gouvernance ne met pas en place les bonnes pratiques, ne contrôle pas, ne s'assure pas du bon reporting, ne s'assure pas de la pérennité, finalement, ça ne marchera pas. Et c'est pour vous dire que nous, on a ce tropisme chez Archaea Investment Services de dire, voilà, il faut absolument commencer par examiner les organes de gouvernance, est-ce qu'il y a les bonnes expertises? Et moi, j'essaye de lutter contre cet aspect très réducteur de dire une bonne gouvernance, c'est des indépendants et un taux de féminisation. Je peux le dire puisque, quelque part, je suis une femme et je pense que ça ne suffit pas à avoir des bonnes gouvernances. C'est s'assurer que les expertises en fonction de la stratégie sont bien là, c'est s'assurer qu'il y a des contre-pouvoirs, c'est s'assurer qu'il y a un respect des actionnaires. Et cette dimension-là, elle est hyper importante pour que derrière, il y ait des bonnes politiques, notamment pour le climat, mais notamment aussi pour la formation, le respect des salariés dans une entreprise. Voilà, donc ça, c'est important. On essaye aussi avec la réglementation, finalement, de mettre un peu la charrue avant les bœufs. On doit faire des reportings, mais on n'a pas encore toutes les données. Mais il faut bien commencer. Et je pense que vous le soulignez, c'est cette dynamique qui est là quand même. Avec cette notion, comme vous dites, de dualité. Quel impact, quel risque l'environnement a sur mon activité économique et moi, en tant qu'activité économique, quel risque je représente pour l'environnement. Ouais. Et c'est une des dimensions qui sont très larges. Et puis, donc, encore une fois, c'est la donnée qui sera cruciale. Vincent, sur la qualité, effectivement, de l'information, des données disponibles, est-ce que c'est encore un énorme sujet devant nous avec toute la réglementation qui se met en place, l'idée de ce choc réglementaire qui peut-être ne fait que commencer pour la finance, qui a l'habitude des chocs réglementaires, mais là, c'est un autre.
Non, enfin, c'est encore les balbutiements en nombre d'égards, et enfin, je souscris à ce qui a été dit aujourd'hui sur mesurer l'intensité carbone ou l'émission carbone d'une entreprise en prenant les différentes étapes de son processus de production, c'est compliqué. Il y a en effet pas mal d'agences de notation qui se lancent sur le sujet, pas mal de start-up qui se sont lancées sur le sujet aussi. Donc je ne dirais pas que c'est parfait, mais en tout cas, bon, les choses s'accélèrent assez bien et il y a un grand besoin de le faire. Alors à la fois parce qu'il y a la régulation d'une part, qui vient évidemment motiver des gérants d'actifs, qui vient motiver le grand public à y faire attention, mais aussi parce que finalement les émissions carbone, c'est un coût, et un coût qui est de plus en plus élevé. Et là, je ferai peut-être le lien avec d'autres initiatives, je dirais plus d'un point de vue macroéconomique, depuis un certain nombre d'années, au niveau pas de la régulation financière, mais de la régulation notamment de l'appareil productif des États. L'Europe notamment, mais d'autres pays également, ont décidé de mettre un prix sur le carbone. Et là, pour la finance, ça commence aussi déjà à être quelque chose qui est important, au-delà d'un risque théorique, en tout cas lequel on a du mal à attacher une probabilité, on commence à avoir un risque tangible qui fait qu'une entreprise qui a une intensité carbone élevée va voir ses coûts augmenter de manière importante. Alors en Europe, on est pionnier en la matière puisqu'on a créé en 2005 la première bourse d'échange des droits d'émission de carbone. Alors c'est quelque chose qui n'a vraiment pas marché pendant des années, beaucoup de fraude et autres, vous le savez, enfin, je pense qu'à Paris ça a été largement documenté, mais qui depuis 2-3 ans réellement commence à vraiment bien fonctionner, qui est un mécanisme qui est plutôt renforcé par l'Europe, qui entend même aller plus loin en obligeant les partenaires commerciaux de l'Europe qui n'appliquent pas ce genre de mécanisme à s'affranchir d'une barrière douanière, le cas échéant. Raison pour laquelle, d'ailleurs, de plus en plus de pays suivent notre exemple, un peu contraint et forcé. C'est le cas de la Chine, notamment, qui a lancé l'an dernier la plus grande bourse d'échange des droits carbone. Alors, le problème, évidemment, c'est encore le prix. Quel est le juste prix du carbone, compte tenu, en tout cas, des dommages qu'il créera dans les années, les décennies à venir. Alors, ça, c'est évidemment largement discuté. Les groupes d'experts parlent d'un prix entre 50 et 100 $, d'autres évoquent qu'à 1000 $ la tonne métrique. Enfin, bon, soit ça part tout azimut. Il faut savoir qu'en Europe, on est en tout cas, l'an passé, on oscillait déjà, en tout cas dans la zone de prix qu'on estime dissuasive et cohérente avec les objectifs climatiques de Paris et autres. Je ne suis vraiment pas un expert climatique, mais enfin, on était 80, 90 $ la tonne métrique. On était plutôt dans ces niveaux-là. Plus il y aura de pays qui, évidemment, mettent un prix sur le carbone, au plus on va arriver à avoir quelque chose de dissuasif. Au plus, les entreprises, évidemment, devront faire attention au coût que représente l'émission de carbone, évidemment. Il faudra évidemment élargir ça à davantage de secteurs. Donc, la finance, elle s'intéresse évidemment aux émissions carbone des entreprises dans lesquelles elle investit, pour différentes raisons, à la fois parce que la législation, on en a parlé quelque part, nous impose, nous recommande d'essayer de réduire l'intensité carbone, et puis c'est important puisque ça nous permet, nous, si on réduit l'intensité carbone de nos portefeuilles, d'avoir des entreprises moins performantes. Et c'est le cas maintenant. On voit évidemment l'envolée des coûts de l'énergie actuellement. Une entreprise intensive en carbone est une entreprise qui utilise beaucoup d'énergie. Donc, pour l'instant, elle a plutôt des difficultés parce que c'est finalement le coût de ses intrants augmente. Alors moi, j'ai envie de dire, il est trop tard pour être pessimiste, c'est Al Gore qui le disait sur le climat, donc c'est vrai que je m'efforce dans toutes mes interventions, souvent chez Grégoire, de voir le verre à moitié plein, et je pense qu'en tant qu'économiste, on ne peut pas le voir à moitié vide, il faut rester enthousiaste par rapport à ça. Moi, je note, en tout cas dans des initiatives qu'on a pu lancer chez JP Morgan et qui ne rencontrent pas un franc succès commercial, soyons réalistes, mais je note qu'en tout cas que techniquement, on arrive déjà à des résultats qui sont encourageants. Vous savez qu'on a beaucoup parlé d'indices, de notation et autres. Par exemple, on va, nous, se confronter à un indice action mondial, l'indice MSCI Monde, pour ne pas le citer. Au sein de cet indice, 80% des entreprises rapportent déjà aujourd'hui des scores d'émissions, donc c'est pas mal. On peut aller plus loin. Chez JP Morgan, on a lancé des indices, notamment de carbon transition, donc alignés avec les objectifs de Paris, où là, on a 99% des entreprises qui publient des chiffres d'émissions carbone. Et réellement, il est possible aujourd'hui de construire des portefeuilles d'investissement où on va réduire significativement l'intensité carbone du portefeuille. Quand je dis significativement, c'est de l'ordre de 60%, ce qui est un heureux hasard puisque c'est l'objectif qu'on s'est fixé en Europe pour 2050, sans altérer la performance, au contraire en l'améliorant même. Donc quelque part, je pense que le problème du carbone des émissions de CO2 est abordé, je dirais, de différentes manières par les législateurs. Et il y a
à la fois une obligation, mais une réelle opportunité pour le monde de la finance de s'emparer de cette matière. Thomas, je ne doute pas que la finance saura construire des produits adaptés, alignés, avec une performance financière et extra-financière. Mais d'un point de vue macroéconomique, vous l'avez esquissé d'un mot tout à l'heure, Thomas, il faut peut-être y revenir. Enfin, la notion de rendement-risque, je ne sais pas, le retour sur investissement de 10-15% que demandent historiquement, traditionnellement les investisseurs sur des investissements de plusieurs années, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne dans la transition énergétique, enfin, dans le monde et la nécessité de transition énergétique aujourd'hui? En fait, un des mots qu'on n'a pas encore cité, c'est le concept d'externalité négative. Donc, les rendements qui sont apportés par beaucoup d'entreprises peuvent être considérés comme faussés, car ne prenant pas en compte correctement les externalités négatives. Voilà. La finance, ce qu'elle sait faire, elle sait allouer les fonds là où il y a un couple rendement-risque qui lui semble le meilleur. Voilà. Donc, il peut y avoir deux façons de voir les choses. Soit on pense que la finance peut changer de l'intérieur et intégrer de l'impact, mais ce n'est pas hyper clair comment est-ce qu'elle pourrait intégrer de l'impact. Si les clients le demandent, on peut imaginer des choses, mais est-ce qu'on arrive à des montants de financement qui sont suffisants pour la transition énergétique? Ça paraît compliqué de l'imaginer comme ça. Soit en fait on retourne un peu le problème et on ne demande pas forcément à la finance de changer, mais on met en place, quand je dis on, c'est des institutions, les pouvoirs publics, des réformes, des régulations, des interdictions pour justement changer les rendements et changer le prix des actifs qui, on estime, ne sont pas compatibles avec la transition écologique. Donc ça peut se faire de différentes manières. La taxe carbone en est un. Donc la taxe carbone, c'est un des outils dans la boîte à outils qui peut permettre d'internaliser les externalités négatives, de faire que... Alors globalement, pourquoi est-ce qu'on ne finance pas un projet vert? Simplement parce qu'il rapporte moins. Si un projet vert rapporte plus, il est financé, il n'y a pas de problème. Toujours ajusté du niveau de risque. La finance suit son intérêt, ses intérêts. Oui, mais c'est... Oui. Enfin, j'ai rien contre et ce c'est naturel, concept. oui, Et non, mais voilà, bien sûr. Elle est... alors, à la fois, la finance, après, c'est plein de choses. La finance c'est un fonds de pension qui gère les retraites. Bah, il est là pour faire fructifier l'argent des retraites qu'il gère. La finance, c'est des fonds indiciels. La finance, c'est plein de produits financiers où, derrière, ce qu'on demande aux gérants de fonds, c'est de la performance financière. Alors, bien sûr, on aimerait bien que cette performance financière se fasse en accord avec ses valeurs, mais premièrement, ce n'est pas toujours hyper transparent et facile à suivre. Et parmi la masse d'argent, pour l'instant, les investisseurs responsables qui seraient prêts à accepter une baisse significative de rendement pour avoir de l'impact restent relativement limités. Et donc, comme les prix ne sont pas bons, ce qu'il faut, c'est augmenter. Alors, soit on interdit, bon, on peut le faire, on interdit plein de choses, hein, on pourrait interdire certains types d'activités. Ça a des conséquences macro. Quand on pense, en fait, un des gros problèmes, c'est quand même la production d'énergie et la production via charbon, pétrole et gaz. Bien sûr, on ne va pas interdire la production de pétrole aujourd'hui. Pourquoi? Parce que forcément, vous voyez, dès qu'il y a juste une baisse, une hausse du prix du pétrole, une baisse de la production, il y a des impacts majeurs. On sait que ça va prendre du temps. Mais donc, ce qu'il faut, c'est essayer de changer ces rendements pour faire. Donc, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Bill Gates qui dit le truc le plus important pour assurer la transition écologique, c'est de réduire la prime verte à zéro, c'est-à-dire l'écart de rendement entre un projet vert et un projet brun ou un projet classique. Le marché ne le fera pas naturellement. Pourquoi? Pourquoi on fait du pétrole? Parce que le pétrole, c'est hyper concentré énergiquement, ça se transporte bien. On fait du pétrole pour ça. Et pourquoi on continue à lancer des nouvelles explorations de pétrole? Parce que ça rapporte énormément d'argent. Il n'y a pas d'autres... Voilà, je pense que vous parlez à Total. Total est au courant que lorsqu'on va lancer... il y avait pas mal de débats sur l'exploration en Arctique. Voilà. On sait que c'est pour faire du rendement. Et il y a aussi souvent l'argument de si j'y vais pas, quelqu'un d'autre ira. Ce qui n'est pas simple à gérer non plus. Donc pour revenir sur les prix et les rendements, donc soit on interdit, soit on fait de la taxe carbone, ce qui peut marcher. Soit on fait de la subvention. Alors la taxe carbone, l'idée c'est, donc voilà, on va plutôt pénaliser les secteurs bruns, on va favoriser les secteurs verts, et on va supposer que le marché est capable de fixer un prix
pour justement permettre d'internaliser en partie ces externalités négatives. Alors, soit on accorde des subventions, donc on peut accorder des subventions massives au secteur du renouvelable. C'est déjà en partie fait, ça pourrait potentiellement être fait davantage. Le prix des énergies renouvelables, du solaire, de l'éolien ont quand même très largement baissé, entre autres grâce aux progrès technologiques et aux subventions qui ont permis d'ailleurs ce progrès technologique. L'investissement s'est fait aussi grâce aux subventions. Donc soit on joue sur ces tableaux, donc là on est plutôt sur un État qui mettrait subventions, taxes, ce qu'il sait faire, soit on fait rentrer un nouvel acteur qui pourrait être la Banque centrale. Et donc, il y a beaucoup de débats autour du verdissement de la politique monétaire. Donc historiquement, la Banque centrale a vu son activité comme devant être neutre, une sorte de neutralité de marché, c'est-à-dire qu'on prête à tout le monde de manière indifférenciée, on rachète tous les actifs de manière indifférenciée. Et en plus, cette neutralité vraiment est là pour assurer l'équité, la concurrence, avec cette idée qu'à terme, le marché va faire son travail de marché et égaliser de l'offre et de la demande, en l'occurrence de monnaie. Mais on pourrait très bien imaginer pas mal de choses. Alors bien sûr, ça implique des changements, ça peut poser des questions au niveau du mandat. Si vous regardez des sorties récentes de membres du directoire de la BCE ou même de membres de la Banque de France, une manière pour eux de l'intégrer dans le mandat, c'est de dire que la lutte contre le changement climatique est nécessaire au maintien de la stabilité des prix à long terme. Très clair. L'objectif, c'est la stabilité des prix. Ouais. Et donc, on essaye d'intégrer le changement climatique là-dedans pour le faire passer dans le mandat. Il y a eu des avancées dans la revue stratégique de la BCE de l'année dernière. Il y a eu des choses mises en place. Comment ça pourrait se matérialiser? Juste en allant rapidement. On peut imaginer 3 ou 4 différentes manières. Premièrement, les banques se refinancent auprès de la Banque centrale et les banques ensuite prêtent de l'argent aux entreprises de manière très schématique. On pourrait très bien imaginer que lorsque la banque veut se refinancer auprès de la Banque centrale, en fonction de son pourcentage dans son bilan de projets verts, il y ait un taux préférentiel pour financer les projets verts. Solution 1. Solution 2, c'est si on arrive dans un moment où on a besoin de remettre en place des politiques monétaires non conventionnelles, donc type rachat d'actifs, etc. Ne pas faire des rachats d'actifs, de dettes publiques et de dettes d'entreprise indifférenciées, mais le faire en fonction de critères ESG, taxonomie européenne, peu importe, et de faire que la Banque centrale européenne, lorsqu'elle rachète des actifs dans le cadre de sa politique monétaire, n'achète pas, par exemple, de dettes de Total ou de tout émetteur, enfin de tout producteur de dettes fossiles, d'énergie fossile. Exactement. Et une troisième possibilité, ça serait, voilà, c'est porté par certaines ONG, une sorte de green, donc ça c'est le green quantitative easing. On pourrait avoir aussi différentes choses au niveau des effets de levier, donc ça serait plutôt sur la régulation avec une surveillance. Donc il y a des choses qui sont possibles et on voit les banques centrales qui commencent à évoluer, souvent justement en se basant un peu sur le même argument que les entreprises et les fonds, c'est-à-dire que comme à long terme le risque est très élevé, que ce soit le risque physique, le risque de transition, il faut faire des choses maintenant. Et la Banque centrale ne dit pas que c'est pour assurer, pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est pour maintenir son mandat, mais ça en fait partie. Mais c'est un moyen détourné de le faire et qui pourrait très bien marcher. Oui, bien sûr. Bon, Christine Lagarde s'est exprimée encore aujourd'hui sur ces idées, effectivement, de trouver des outils verts, surtout dans une phase de normalisation des politiques monétaires, où il va falloir peut-être garder des incitations justement pour financer cette transition énergétique. Carole, alors sur la notion de rendement, peut-être, si on peut revenir là-dessus, là aussi vous l'avez évoqué, puis la notion d'impact qui semble être encore un peu plus poussée aussi peut-être dans le monde de la finance. C'est vrai que la notion de rendement, si on regarde sur les dernières semaines, quand vous n'étiez pas sur des émetteurs d'énergie fossile, vous pouviez avoir quand même quelques appels. La perte du fonds, elle n'est pas si bonne que ça par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché. Donc on est toujours... Est pas très, la manière dont le marché fonctionne depuis quelques mois, ce n'est pas un fonctionnement très ESG. Ce qui est dans le palmarès, ce qui ressort en haut, c'est l'énergie fossile en grande partie. C'est compliqué. Mais demain, on peut effectivement ne plus financer les compagnies de pétrole, mais
Alors nous, on habite Paris, on a des transports en commun. Moi, je peux vous assurer que le groupe Arkea, qui est basé à Brest, le siège, si vous n'avez pas de voiture, quand il n'y a pas d'infrastructure, tramway, métro, vous faites comment sans voiture pour aller chercher vos enfants, aller faire vos courses, même aller travailler? C'est presque pas possible. Donc c'est toujours des positions qui sont compliquées. Alors la BCE, elle a déjà fait effectivement des éléments, mais il y a besoin que la réglementation bouge. Au début, la BCE ne pouvait pas racheter ce qu'on appelle les Sustainability Linked Bonds, c'est-à-dire des émissions qui, en fonction de l'atteinte d'un certain nombre de critères, en fait, faisaient que le rendement ou le coupon allait évoluer. Oui, mais au début, la BCE, elle pouvait acheter que des rendements fixes. Donc, il a fallu faire évoluer aussi la réglementation. Donc, c'est à nous, citoyens, c'est à nous, acteurs financiers, de aussi pousser les pouvoirs publics à faire bouger les choses. Alors, sur les rendements, c'est vrai. Juste au passage, non mais restons juste 30 secondes là-dessus encore. C'est sur cette notion d'engagement. Alors bon, on cite Total Energy étant à chaque fois le cas emblématique, on en trouvera d'autres. C'est pas grave, c'est pas le sujet total. Comment vous, en tant que gestionnaire d'actifs, vous vous engagez aujourd'hui avec ces entreprises? Je ne sais pas si Arkea IS est l'actionnaire Total. Forcément, j'imagine bien que dans un fonds d'Arkea IS, on doit trouver du Total quelque part. Pareil pour JP Morgan. Comment on s'engage avec ces entreprises aujourd'hui? J'ai l'impression que là aussi, il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis quelques années. Alors, on s'engage, alors quand on pèse plusieurs centaines de milliards, c'est plus facile. C'est peut-être pas suffisant. Non, alors. Mais oui, on voit des coalitions se former avec de très gros asset managers qui, il y a quelques années encore, pensaient que moi, je suis suffisamment gros, je n'ai pas besoin de m'allier avec d'autres. Je peux faire bouger qui je veux dans un board, dans une entreprise ou dans une stratégie d'entreprise. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, c'est vrai que quand on est toujours plus fort à plusieurs. Donc aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle les PRI, les principes pour l'investissement responsable, donc initiés, c'est vrai, aux États-Unis, mais aujourd'hui qui regroupe beaucoup de signataires. Et il y a énormément d'engagement collaboratif. C'est-à-dire quand vous mettez la pression sur un émetteur, et ça a été le cas, et je reviens à Total, mais c'est le cas sur beaucoup d'émetteurs, on l'a vu sur d'autres acteurs des énergies fossiles. Quand vous êtes plusieurs que vous exigez, forcément le management est obligé d'écouter. Donc ça, c'est le premier point. Après, sur les engagements, vous avez aussi, par exemple, Climate Action 100, donc, qui est aussi une association qui regroupe des investisseurs. Et on peut être lead sur un engagement, on peut être co-lead, c'est-à-dire qu'on fixe, allez dire, une feuille de route à un émetteur en disant, voilà, il faut que vous progressiez là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et donc, les choses quand même bougent. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident et tout seul, c'est compliqué. Maintenant, on est quand même aidé aussi par les attentes finalement réglementaires. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde progresse. Moi, je pense qu'on est aussi beaucoup titillé par finalement les jeunes générations. On l'avait vu quand il y a eu les PRI à Paris. C'était il y a 3 ans. Ouais, 2-3 ans, ouais. 3 ans. Un certain nombre de jeunes étaient intervenus en nous prenant à partie, en disant c'est à vous de faire bouger les choses. Donc je pense qu'il y a aussi des prises de conscience qui sont fortes. Mais après, il faut mettre des moyens. Et je pense qu'on essaye de le faire. Et il faut arriver à combiner cette espérance de rendement. Et je pense que si, quelque part, de plus en plus, les entreprises se comparent à des entreprises qui progressent, donc on ne peut pas rester tout seul. Et le risque, j'allais dire au final, je prenais l'exemple des Sustainability Linked, mais d'une manière générale sur le marché, c'est des émetteurs qui contreviennent à un certain nombre de bonnes pratiques. Clairement, ils devront se financer à des taux beaucoup plus élevés. Et alors, c'était ça ma question. Il n'y a pas d'engagement s'il n'y a pas une menace de sanction de la part de l'actionnaire, de l'investisseur. On va dire qu'il y a la carotte et le bâton. Ouais. C'est pas facile de prendre des décisions difficiles. On parle tout à l'heure de grands groupes, mais derrière, c'est combien de centaines de milliers de salariés parfois. C'est des décisions qui sont compliquées. L'environnement, je pense que toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui, ça a des impacts. On le voit dans l'automobile. Hein. Dans l'automobile, si on dit demain, c'est que des voitures électriques, tous les gens qui savent faire que des moteurs thermiques, il faut quand même les accompagner, les former pour qu'ils aient un métier quand même demain. Donc, ce sont des problématiques, effectivement, des pouvoirs publics. Nous, on peut être force de proposition sur des financements, du reste, on le voit, sur la structuration des marchés. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées. Les green bonds, alors je ne sais pas si JP Morgan, j'imagine que vous avez des fonds green bonds. Ce n'est pas toujours évident d'avoir beaucoup de collecte.
Voilà. Donc, il faut qu'il y ait vraiment savoir placer le curseur et finalement, de toute façon, vous pouvez lancer un fonds avec les meilleurs objectifs, on va dire en termes d'environnement. S'il n'y a pas de clients qui adhèrent, Bien sûr, c'est compliqué aussi. bien sûr. On reviendra sur la notion de rendement, mais petit commentaire et tour de table sur la notion d'engagement actionnarial. Là, est-ce que ça change? Est-ce que l'engagement est plus actif, voire activiste sur ces questions ESG en général, environnementales en particulier? Je sais que les gérants d'actifs n'aiment pas trop le terme activiste. Dans les marchés, c'est dédié à une certaine catégorie de population d'investisseurs. Ça peut avoir une connotation un peu négative, hein, c'est vrai. Oui, mais moi j'aimerais qu'on enlève cette Engagement, connotation, qu'on ait un activisme positif. Oui, mais j'ai envie de dire, ça se fait quand même aussi généralement en bonne intelligence. Enfin, le gestionnaire d'actifs n'est pas vraiment donneur de leçons par rapport au board. Enfin, dans certains cas, ça peut être le cas, mais enfin, en général, le board de Total Energy est bien conscient que l'avenir, d'ailleurs, il s'appelle Total Energy au pluriel actuellement, donc c'est bien la preuve qu'ils sont conscients de cette mutation qui est nécessaire. Nous représentons collectivement, évidemment, en tant que gestionnaire d'actifs, un certain nombre d'investisseurs que vous êtes, donc on est là pour représenter tous ces investisseurs à l'Assemblée générale des actionnaires de ces grands groupes, et pour leur signaler aussi qu'on va continuer à les financer, à faire que leur coût du capital restera attractif parce qu'on est là pour les financer au quotidien, que si en effet ils répondent aux critères qui deviennent de plus en plus importants pour nous, qui sont ces critères ESG de par la législation, de par l'intérêt de nos clients finaux, et puis aussi simplement pour le bon sens, de se rendre compte que s'ils n'effectuent pas cette mutation, ils seront disruptés parce que demain, c'est peut-être la voiture électrique, c'est plus la voiture thermique, parce que demain, le fossile a plus certainement des beaux jours devant lui. Alors, avec la guerre en Ukraine, on voit que l'énergie fossile a de nouveau le vent en poupe, mais enfin, il y a 2-3 ans d'ici, c'était quand même une autre dynamique. On a vu notamment que, en tout cas, les mesures prises par différents gouvernements, différents États, par le fait qu'on décarbonise nos économies, j'aime autant vous dire que dans un secteur comme le pétrole de schiste aux États-Unis, ce n'était pas le grand engouement ces dernières années aux États-Unis. On a d'ailleurs vu que les banques comme JP Morgan prêtaient beaucoup moins à ce type de secteur, et c'est un secteur qui était pourtant florissant par le passé, qui a en tout cas vécu une traversée du désert, et qui aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, en tout cas, nous vaut le vent en poupe parce qu'on en a besoin. On a vu que l'Europe, pour s'affranchir du gaz et du pétrole russe, a dû appeler les États-Unis à la rescousse pour refaire revenir massivement du gaz, pétrole en provenance des États-Unis, et ce sera de nouveau, évidemment, la production gaz ou pétrole de schiste qui sera là. Mais enfin, j'ai envie de dire que la finance, finalement, elle n'est pas donneuse de leçons toujours dans ses conseils d'administration, elle accompagne ses conseils d'administration. La finance, moi qui travaille depuis de nombreuses années pour un groupe américain, c'est pas toujours facile à défendre dans la société auprès de nos interlocuteurs. Je suis un peu perçu comme le grand Satan, mais in fine, elle est à l'image du monde qui l'entoure. Enfin, c'est pas une entité exogène séparée. In fine, ce qu'on fait au quotidien, c'est ce que nous demandent nos clients. Donc, vous êtes le plus petit commun dénominateur de la décision que des grands groupes comme JP Morgan prennent et de l'influence qu'ils peuvent avoir sur d'autres groupes. C'est pour ça aussi que, et moi je m'étonne parfois, c'est que paradoxalement, je trouve que l'engouement pour l'ESG, il vient parfois plus de l'industrie elle-même, parfois je dirais invitée par les régulateurs de tous bords, que des clients finaux. Je note en tout cas qu'au niveau, même si les flux sont là, ces flux ils sont faits parce qu'il y a une dynamique d'offre. On met de plus en plus ce type de structure à disposition de nos clients. Mais c'est vrai que je ne sens pas encore l'engouement. À la fois, c'est vrai qu'au niveau de la jeune génération, on voit qu'il y a un réel intérêt pour ces thématiques. Ma génération aussi le dit, mais finalement, dans ces actions d'investissement au quotidien, je le vois peu. Moi, j'ai évoqué cette stratégie qu'on a lancée il y a quelques années, notamment de transition carbone chez JP Morgan, que je trouve, moi, théoriquement, sur le papier, fantastique. Je ne peux pas dire que c'est une stratégie qui a énormément de succès aujourd'hui, alors que les performances sont à l'avenant, qu'elle remplit. C'est pas un problème de performance, vous dites là. Et elle remplit ses objectifs d'alignement avec Paris et autres, donc elle a tout pour plaire. Enfin, je ne suis pas ici en train d'en faire la promotion, mais enfin, je m'étonne qu'il n'y ait pas plus d'engouement pour ce genre de thématique, parfois, au sein du grand public. Thomas, vous vouliez revenir sur la notion d'engagement ? Oui, juste sur ce point, juste avant. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a de l'engouement chez les jeunes pour les questions climatiques. Après, ce n'est pas les jeunes qui détiennent le capital. Oui. Voilà. Donc, peut-être qu'il va y avoir un décalage générationnel qui va venir. Pour l'instant, et pour revenir, désolé encore une fois sur Total Energy, il y a eu l'AG de Total qui s'est tenu il y a 15 jours et qui, je trouve, illustre assez bien ce qui est en train de se passer. Donc, à l'AG de Total, vous avez une
une centaine, 200 militants d'ONG environnementales qui ont donc bloqué l'accès aux actionnaires à l'Assemblée générale de Total. Et avant cette Assemblée générale, vous aviez aussi pas mal de fonds, et des fonds connus, qui s'étaient engagés publiquement pour dire que le plan climat qui était proposé par Total n'était pas suffisant. Donc il y a eu une AG vide, et le plan climat a été adopté à 89%. L'AG n'était pas vide, ça s'est tenu Oui, bien sûr, à distance, etc. À distance, c'est pas l'idée de dire qu'il y avait peu de gens. Voilà, devant pas grand monde. Et un peu pareil, et sur des vidéos, et c'est un peu un stéréotype, mais j'ai un peu suivi ce truc-là. On voit des vidéos, globalement, d'hommes blancs relativement âgés, engueulant la jeunesse, et voilà. Et il y a vraiment une opposition entre des détenteurs de capital et les jeunes. Et en fait, le truc, c'est que la finance, elle représente globalement les intérêts des détenteurs de capital, qui ne sont pas forcément les intérêts de la jeunesse. Et c'est pour ça, je pense qu'on ne voit pas encore cet engouement, en tout cas dans les chiffres. On le voit parce qu'en fait, les actifs verts, c'est intéressant pour le monde de la finance. Parce que globalement, ça rapporte quasiment la même chose. Alors, quand on regarde l'écart entre un green bonds et un bonds classique d'un même émetteur, donc par exemple, l'Allemagne a fait quelque chose où, pile en même temps, elle met deux obligations, une qui finance un projet vert, une qui finance un projet classique, avec exactement la même liquidité. Comme ça, on a une estimation parfaite de la prime liée à l'obligation verte. L'écart entre un green bonds et un bonds classique, c'est entre 1 et 10 points de base, donc entre 0,01 et 0,1. Est-ce que c'est ça la prime verte et est-ce que c'est ça dont parle Bill Gates quand il dit que pour assurer la transition énergétique, il faut absolument réduire la prime verte? Je ne suis pas sûr. Et voilà, après, il y a pas mal de questions justement d'additionnalité des fonds. Est-ce qu'on finance vraiment des nouveaux projets ou est-ce que c'est des projets qui auraient été financés autrement? Mais en fait, agir de l'intérieur, c'est hyper important. Mais agir de l'intérieur, c'est lent. Et donc, il faut autre chose. Et ce autre chose, c'est, pour moi en tout cas, de la puissance publique, des taxes, des subventions et de la Banque centrale. C'est bien un sujet systémique, complexe, multidimensionnel, qui dépasse le seul cadre de la finance en tant qu'industrie. Rapidement, Vincent, et puis on conclura avec non, j'ai envie de dire de la puissance publique. Enfin, il faut quand même être rassuré. Elle est là, et elle est là depuis des années. Je pense qu'en Europe, on se démarque quand même assez bien. Prenons le cas du précédent président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a lancé un fonds. Je pense qu'il y avait quelqu'un du Fonds européen d'investissement qui parlait ici précédemment. C'est un fonds de 500 milliards qui, notamment, finance la transition énergétique en Europe dans des sujets divers et variés. Ça, c'était avant Next Gen EU, hein, c'est ça? Ça remonte avant Next Generation EU. Donc et on les a déployés, ces fonds, ou et pas, c'est Vincent? encore en phase Parce que vous de m'en parlez déploiement. à chaque fois pour me dire qu'il reste encore des fonds à déployer qui n'ont pas été déployés. Et chaque fois, je m'offusque du fait qu'on en fait finalement peu de publicité à cette initiative. Mais cette initiative, c'était notamment un projet en France qui était l'isolation des logements sociaux, notamment. Donc un problème qui est éminemment important aujourd'hui quand on voit les prix énergétiques. Et c'est une manière, on a parlé de politique monétaire pour soutenir la politique énergétique, mais là, c'est une matière, quelque part, on utilise la politique budgétaire, quelque part, on a parlé de forward guidance en politique monétaire, c'est presque un peu de la fiscal guidance, c'est-à-dire que globalement, c'est la Commission européenne, les États qui disent on va investir massivement dans cette direction. On n'a pas tout l'argent pour le faire, mais vous, investisseurs privés, accompagnez-nous et quelque part, on vous donne une lisibilité à long terme sur nos objectifs et sur nos ambitions. Ça a été complété par d'autres initiatives, Next Generation EU, qui se finance d'ailleurs largement, à concurrence de 30% en obligations vertes, et c'est encore accéléré avec le plan voté en début d'année REPowerEU, où on va encore aller là aussi accélérer les choses. Donc, bon, quelque part, l'Europe, en tout cas, est en ordre de marche en la matière. Évidemment, il faut convaincre nos partenaires américains et chinois du bien fondé de ces mesures. Et là, c'est parfois peut-être un peu plus compliqué. Carole, je vous laisse conclure la table ronde, Ouais, puisqu'il y a quelques questions dans la salle, on aura le temps de beaucoup de choses ont été dites, et c'est vrai qu'il y a les pouvoirs publics. Et puis, je crois aussi que dire dans les bonnes pratiques, c'est qu'à tous les niveaux, il y ait des incentives pour donc les managements, mais aussi à tous les niveaux dans l'entreprise pour aller vers le financement de produits plus verts.
Et C'est ça quoi un exemple concret, c'est des rémunérations variables indexées sur des objectifs climatiques beaucoup plus qu'aujourd'hui, par exemple? un indice climatique, ou après à nous de définir aussi des indicateurs qui font sens. Mais oui, je pense qu'il faut que ça se mette en place. C'est le sens de SFDR. SFDR, c'est quoi? C'est la réglementation pour une finance plus transparente. Donc la transparence, elle doit être à tous les niveaux. Ce que l'on fait dans les produits, les investissements qu'on choisit, donc la pression qu'on met sur les émetteurs, et puis nous, qu'on s'applique aussi cette transparence et qu'il y a un véritable incentive à promouvoir des produits qui font du sens. Donc il faut aussi sensibiliser. Je crois qu'aujourd'hui, la culture quand même économique, elle doit progresser. Alors on a un rôle d'éducation, je pense, dans la finance qui est aussi important. Je vois dans tous les clients, dans les caisses de Crédit Mutuel Arkea, il faut qu'on apprenne aux gens qu'est-ce que ça veut dire SFDR, parce que je pense qu'au 1er août, quand ils vont devoir émettre un avis sur l'appétence ESG sur les fonds, voilà. Donc il y a tout un rôle, j'allais dire, de ce microcosme, mais aussi aidé par les pouvoirs publics, par les acteurs, pour faire progresser. Merci à vous trois. S'il y a quelques questions dans la salle, ce sera avec plaisir. Sinon... Oui, question. Merci, monsieur. Moi, c'est plutôt une question par rapport à ce que vous avez dit, monsieur Thomas Renaud, quand vous avez dit qu'il y a finalement un conflit d'intérêts entre les personnes qui possèdent de capital et finalement la jeunesse. Mais est-ce que vous pensez que d'ici, par exemple, 10-15 ans, cette jeunesse qui a des conflits différents avec ceux qui possèdent de capital et qui vont donc posséder d'ici 10-15 ans davantage de capital permettra d'atteindre plus facilement un objectif de décarbonisation de la finance et des entreprises? Alors, c'est difficile parce que, c'est difficile à dire pour deux raisons. Les préférences changent. Voilà, la jeunesse vote à gauche et en prenant de l'âge, petit à petit, on vote au centre et à droite. En tout cas, les générations passées, je ne dis pas forcément cette jeunesse, mais ce qu'on observe historiquement, c'est un peu ça quand même. Donc, les préférences en matière d'environnement. C'est le syndrome 68, quoi, le syndrome un peu 68ard. Bah, je sais pas, c'est non, je sais pas, c'est lié à quoi. Je pense que ça doit être lié, ça doit être présent, je suppose, dans la grande majorité des pays. Je pense que c'est plutôt un phénomène de voilà, quelle est sa situation dans la courbe de distribution et quand on évolue personnellement, comment on change ses préférences de vote. Donc là-dessus, il y a quand même beaucoup de choses. Et nous, à 20 ans, on est forcément, enfin nous, je n'ai pas 20 ans, malheureusement. Vous les avez je les ai eus il y a longtemps. Donc, vous, à 20 ans et pas beaucoup, vous êtes bien plus éduqués que vos parents ne pouvaient l'être à 20 ans. Donc, je pense que là-dessus, ça va dans le bon sens. Le seul truc qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas 20 ans devant nous. On n'a pas le temps d'attendre ces 20 années et que vous ayez de l'argent pour investir dans là où il faut. Il faut que ça bouge maintenant, ou en tout cas que le mouvement amorcé soit très fort dès maintenant pour faire que ça vienne l'accompagner à un moment. Mais voilà, on n'a pas 20 ans et on a encore moins 40, 60. Je crois que l'investisseur moyen en France, je n'ai plus les chiffres exactement, je l'ai vu à l'AMF, entre 55 et 60 ans. Oui, par contre, on n'a pas 20 ans, mais je suis toujours dans cette démarche quand même de ramener un peu d'optimisme au débat. On est en train de parler aujourd'hui d'une situation sur le front de l'inflation, de la crise énergétique qui est comparable aux années 70. Aux années 70, on a été confronté à un choc économique sans précédent, le chômage de masse, le taux de chômage était multiplié par 10, situation économique catastrophique, grave récession en 74, les marchés à feu et à sang. Les années 70, c'est quand même une période où on a réduit l'intensité, l'utilisation de pétrole par habitant en France d'un tiers en une décennie. Un tiers en une décennie. Donc ici, on a davantage de technologies. On n'avait pas de Tesla à l'époque. Je ne sais pas si elles sont ESG, on verra ou autre. On n'avait pas de pompe à chaleur, on n'avait pas de pompe à panneaux solaires. Toutes ces technologies, d'ailleurs, à nombre d'égards, elles trouvent leur origine dans les années 70. Mais donc, dans les années 70, avec relativement peu de technologie, on est quand même à faire baisser notre intensité carbone d'un tiers en une décennie. Aujourd'hui, on a plus de technologie
et on a ce même défi dans quelques décennies de réduire de 55% d'ici 2030 nos émissions CO2. Donc, ce n'est pas impossible. Je pense qu'il faut quand même continuer à y croire. Les pouvoirs publics, la finance, vous, en tant que plus petit commun dénominateur, en êtes les vecteurs. Donc, enfin, je veux dire, il n'y a vraiment pas d'impossibilité. C'est un énorme défi, mais il est réalisable et il n'est pas nécessairement négatif sur le plan économique. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Je pense que l'exemple, moi j'utilise souvent l'exemple de la Suède, des États-Unis. La Suède, qui est le pays qui a eu en tout cas la politique climatique la plus ambitieuse ces dernières années, taxe carbone dans les années 90, rejoint le système de tarification des émissions CO2 en 2005 en Europe, donc la situation la plus restrictive. Elle a réduit son intensité carbone par habitant de 70% en l'espace de cette période. Un Suédois a produit 4 fois moins de CO2 qu'un Américain moyen. Enfin, vous me direz, c'est pas difficile. Et pourtant, sur l'intervalle, un Suédois produit autant de PIB qu'un Américain. Donc, c'est pas parce qu'on émet moins de CO2, parce qu'on utilise moins, qu'on produit moins de richesse pour la population. Donc, tout ça est possible. Mais enfin, en effet, il y a urgence. Et encore une fois, il faut passer à l'échelle maintenant. Voilà, à l'échelle mondiale. Le temps imparti est écoulé, je crois, pour cette dernière conférence de cette deuxième journée des forums économiques de la Sorbonne. Merci à vous trois. Je le rappelle, Carole Imbert, responsable de la recherche financière et ESG d'Arkea IS, Vincent Juvin, stratégiste marché globaux chez JP Morgan Asset Management, et Thomas Renaud, économiste, maître de conférence à l'Université Paris 1 Sorbonne. Et merci à vous, que ce soit à distance ou en présentiel, qui avez suivi cette table ronde et cette journée de débat. Merci beaucoup.